Coucou Linéa. Coucou. Ça a été difficile, mais on a réussi à trouver un moyen. Oui, on a réussi, donc je suis contente de te voir. Les images sont très nettes, c'est super. Donc voilà, on commence notre live à deux sur le thème de réhabiliter la femme ménopausée. Ménopausée. Oui, oui, Voilà. oui, oui. C'est vraiment un thème qui est très important parce que, bien entendu, dans cette société patriarcale, les femmes ont été conditionnées depuis tellement d'années, de siècles à servir. Mais la femme ménopausée, c'est pire dans le sens où elle ne peut plus servir à faire des enfants. Tout à Et fait. du coup, elle est encore plus reléguée dans l'invisible, dans les invisibles, et elle doit se taire. Et comme en plus on est dans une société jeuniste où il faut être jeune, Mhm. même au niveau féministe, je pense qu'il y a quelque chose à faire et à travailler sur la femme ménopausée, sur nous réhabiliter. Tout à fait. J'ai l'impression que, tu vois, il y a même un potentiel de vraiment toucher cette gamme des femmes pour éventuellement créer, je sais pas, une littérature, pour vraiment éduquer que non, c'est pas la fin. C'est au contraire, c'est le début de quelque chose de très beau, de très créatif, parce que voilà, maintenant c'est fini tous ces rôles sociaux et on peut passer à sa propre vie pour vivre en accord avec ses choix, ses envies et surtout en accord avec cette belle force que chacun de nous porte en elle. Voilà, on est, bien sûr, ce sera bien de découvrir ça dès le début et je pense que notre société, elle est en train de bouger pour changer quelque chose là-dessus, pour que les jeunes filles, justement, soient en égalité avec les garçons, avec les hommes, pour qu'ils puissent être confiantes d'elles et justement avoir cette idée qu'ils peuvent autant faire autant que les hommes et au niveau de leur créativité et au niveau de leur énergie vitale et au niveau de leur résistance et au niveau de tout quoi. Voilà. Mm. Par rapport à ce que tu dis sur la littérature, il y a un peu de littérature anglo-saxonne, en tout cas pour ce que je connais, qui arrive par rapport à la ménopause. Et après, bien entendu, c'est en fonction des différents points de vue des personnes qui l'apportent. Si c'est un point de vue très médical, si c'est un point de vue de développement personnel, de nourriture, de mouvement, voilà, de yoga ou autre. Et au niveau après de ce qui nous intéresse plus, toi et moi, au niveau, on a un travail énergétique. Euh, pour ce qui est de l'écriture, il y a aussi, par rapport au conte, il y a une femme notamment qui a travaillé sur ça. Mais c'est vrai que nous, pour ce qui est des pays francophones, et en tout cas en France, on a un regard extrêmement scientifique sur la femme médicale, on va dire, la femme ménopausée. On va communiquer surtout là-dessus. Avec l'idée aussi que c'est quasiment une maladie quelque part, puisqu'il faut prendre des compléments hormonaux. Ça rentre dans ce registre-là. Alors que, comme tu le dis, c'est une formidable opportunité pour vivre pleinement sa vie, libérée de toutes les contingences auxquelles on était soumise pendant des années. Et donc ça, il faut le réaliser en fait. Absolument. Sinon, on reste bloqué, on veut rester à la femme de 30 ans, potentiellement qui peut avoir un enfant, et en fait, on passe à côté vraiment de cette formidable opportunité qu'on a. Oui. Tu sais, récemment, j'ai parlé avec les hommes qui ont l'âge à peu près entre 55 et 60 ans. Et il y a un homme qui m'a dit que vous, les femmes, vous avez de la chance parce que vu que vous avez des règles qui s'arrêtent, vous avez vraiment comme un acte physiologique au niveau de votre corps qui vous signale que, hop, il y a quelque chose qui se termine vraiment chez vous
et que vous passez à une autre chose. Et nous, les hommes, nous n'avons pas ça, oui, les cheveux gris, mais voilà, il n'y a pas quelque chose comme un acte presque biologique qui te dit que voilà, la fécondité, la progéniture, voilà, la fécondation, c'est fini, on passe à une autre chose. Et moi, je lui ai répondu que je suis d'accord complètement avec toi, sauf que ce phénomène n'est pas étudié assez et les femmes, par exemple dans les sociétés européennes, n'en sont pas tout à fait conscientes que effectivement c'est le début de quelque chose de nouveau et que même notre psychisme change. Euh, Comme tu dis, notre structure voilà, psycho-énergétique change. Euh, Côté émotionnel, je trouve qu'on vit aussi différemment parce qu'on se détache de beaucoup de choses. Voilà. Côté que notre personnalité devient moins rigide et contrôle moins de choses, ça aussi aide dans cette progression pour mieux comprendre qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce que j'ai envie vraiment à faire. Voilà. C'est Mm. vrai qu'on a cette chance-là, mais vu que pour moi, il y a un manque de l'information, à part les informations médicales et à part quelques comptes et peut-être quelques articles où les femmes dans le monde anglophone cherchent quand même à apporter cette information-là, il n'y a pas beaucoup d'informations qui, euh, comment dirais-je, nous donnent les informations. Comment explorer maintenant ce potentiel? Comment on peut se projeter en fait dans notre vie pour utiliser cette force créative qui ne s'arrête pas chez nous avec la fin de fécondité et la fin de production. Au contraire, voilà, juste ça commence à fonctionner autrement pour moi, ce que Mm. je ressens. Mm, mm. Mais moi, je trouve ça super intéressant de savoir qu'il y a que ce retour d'un homme. Et c'est un retour extrêmement, comment dire, ça revalorise le fait de ne plus avoir nos règles, ou nos lunes, ou nos ours, voilà, il y a plein de noms. Euh, il y a une partie des femmes qui se sont libérées de ne plus avoir ces saignements mensuelles et d'autres, au contraire, ça signe vraiment qu'elles ne peuvent plus avoir d'enfants. Et ça signe aussi la sénescence, donc la vieillesse. Et quand même, dans notre société, ça c'est vraiment important, la société occidentale, elle est dans le fait qu'on doit rester jeune. Les personnes vieilles n'ont aucun mot, elles sont infantilisées, on ne les écoute plus, elles ne servent à rien. C'est-à-dire que quand elles arrivent à la retraite, elles ne servent à rien. Mais les femmes, en plus, le fait de ne plus avoir ces règles, de ne plus pouvoir potentiellement avoir d'enfants, elle ne sert plus à rien parce qu'elle est là pour servir. Elle est là pour servir, pour avoir des enfants et pour servir son mari et ses enfants. Et le fait que cet homme dise, ben, c'est biologiquement, vous avez un signe fort, en fait, il ouvre la porte d'une chose qui est l'initiation. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans une initiation. On traverse quelque chose, un portail qui est très très fort. Et c'est là où on l'accepte de passer, où on reste bloqué parce qu'on ne veut pas, parce qu'on a trop peur, parce que voilà, on veut rester dans un diktat qui est impossible à tenir, qui est de rester jeune, de rester comme alors, et on oublie quelque chose, c'est que ce que tu disais sur l'expérience aussi. Au-delà de tout ce qui est phénomène psycho-énergétique qui se fait là, qui est condensé et créativité importante et aussi porter des choses importantes à la communauté, il y a quelque chose de... Je sais plus de quoi je parlais, mais en tout cas, voilà. Oui, oui, c'est très bien. Tu as parlé justement que c'est très bien que les hommes, voilà, ils font ce retour en nous regardant et se rendent compte. Pour moi, c'est le retour qui les fait prendre conscience que eux, ils remarquent que les femmes changent à cette période de leur vie, qu'ils passent à une autre chose et peut-être il y a même quelque chose de très puissant qu'ils ressentent chez nous. Peut-être, tu vois, ceux qui vont en tout cas vers cette ouverture de soi, vers cette recherche de cette force, de cette sagesse. L'autre jour, tu te souviens, on a parlé, je te racontais lors de notre voyage, ce qui m'a vraiment très interpellée, c'est que dans les pays de la Sibérie, où il y a encore
restent comme ça des réminiscences de la société de matriarcat, de la société tribale. J'ai remarqué qu'en fait, les femmes, dans certains âges, les femmes ménopausées, même si c'est très discret, même si c'est pas évident, c'est pas tellement, comment dirais-je, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est ces femmes-là qui sont comme des chefs spirituels de leur clan, de leur famille. Et ce que je t'ai raconté, les hommes d'affaires viennent chez ces femmes pour justement chercher leur sagesse par rapport à leur business, par rapport à leur vie voilà, personnelle, etc. Et donc, c'est ces femmes-là qui restent discrètement comme celles qui tiennent en fait la famille, qui tient les clans, parce que dans ces sociétés, ils vivent par les clans, ils se réunissent. Il y a tout, il y a des frictions, il y a des tensions, il y a ceux qui n'aiment pas le cousin, l'autre en parle mal de l'autre, mais il y a quand même cette cohérence, il y a comme un esprit de clan, et on sent que cette énergie est tenue par les femmes, Oui, avec leur, tu sais, les traditions, le fait qu'ils préparent des plats traditionnels, le fait qu'ils installent des grandes tables ou bien par terre des nappes pour inviter tout le monde autour. Et donc, j'étais très, quelque part, ravie de voir ça. Et ça a touché ma partie comme ça, très, comment dirais-je, très ancien en moi, comme on rappelle qu'effectivement, dans mon enfance, euh, chez ma grand-mère, les femmes se réunissaient pour chanter, pour faire surtout le bricolage, pour coudre. Et c'était un échange très, très harmonisant, très paisible. Au moins, en tant que petite fille, je me sentais en sécurité. hmm. Oui, tu parlais pour en Sibérie, c'est ça? Oui, c'est ça, en Yakoutie, voilà. En Les Yakoutis, Yakoutie, oui. il y a encore ces réminiscences que les hommes s'en souviennent, que la femme, elle est porteuse de cette sagesse, c'est celle qui crée, c'est celle qui, voilà, quelque part produit cette vie et que elle a quelque chose que eux, ils n'ont pas et donc, voilà, il y a cette recherche de conseils. Oui, et ça, c'est pour ça que je fais bien la différence entre notre société occidentale et les autres sociétés, en fait. Les autres cultures qui sont plus proches, qui gardent un peu plus plus ou moins en fonction de leur, de quand est arrivée la société occidentale, mais ils gardent plus leurs racines. Et c'est ce que tu racontes avec cette société, c'est que les hommes vont aller voir les femmes d'un certain âge, les femmes sages, pour avoir des informations. Et c'est elles qui tiennent aussi le clan, qui fait la cohésion. Et tu fais un lien aussi avec les femmes qui font du bricolage ou de la couture, Mhm. hein, qui tissent. Et on tisse donc à différents niveaux, autant matériels que dans les relations avec les autres. Et ça, on le retrouve dans toutes les cultures qui sont plus proches de la nature et en fait plus en respect avec la nature, donc plus en lien aussi avec les peuples racines. Et on retrouve aussi notamment au Mexique la grand-mère dans plusieurs clans, mais plusieurs ethnies, mais on voit ça en Amérique du Nord. Euh, la femme sage, c'est vraiment la grand-mère, c'est celle qui passe un cap de qui peut être 48 ans ou 52 ans, voilà, à peu près, et donc qui est dans ce cap de ménopause, et c'est celle qui a la connaissance. Elle a vraiment cette connaissance, cette sagesse, et elle peut guider sa tribu. Et il y a des endroits où c'est le groupe de grand-mères, mais c'est là où on voit bien que grand-mère, ça a été perverti par l'Occident, comme on pervertit énormément de symboles, pour nous enlever cette connaissance qui était que la grand-mère, c'est la femme plus grande, qui a plus de sagesse. Et il y a comme ça des groupes de grand-mères qui vont décider qui va être le chef du clan
et qui peuvent destituer ce chef si elles trouvent qu'il fait pas le boulot. Donc au fond, c'est quand même elle qui gère de façon ce côté patriarcal puisque c'est le chef, mais c'est les femmes, les grands-mères qui décident. Ouais. Donc c'est très important de réaliser que quand on passe ce cap-là, on peut rentrer dans cette dimension de sagesse et de connaissance par toutes nos expériences et aussi parce que, voilà, psychoénergétiquement, on va passer des caps. Comme on passe des caps cycliques avec les règles. Les règles sont aussi des initiations qu'on a tous les 28 jours et qui jouent aussi très probablement dans notre sensibilité et dans les visions qu'on peut avoir. Mais là, les règles s'éteignent, mais pour autant, on a au contraire une vision élargie encore plus. Absolument, tout à fait. Et une meilleure compréhension, je pense, de notre passé, de toutes les expériences que nous avons traversées. Voilà, c'est intégré. Il y a cette sagesse est accumulée et il y a cette capacité de transmettre justement cette expérience aux autres, de guider, d'initier les femmes qui sont plus jeunes. Et tu penses que dans notre société, ça peut se faire sous forme des rites, je ne sais pas, des formes de cérémonies pour justement aider les femmes à passer ce cap, tu vois, à conscientiser davantage que effectivement la traversée de ménopause peut être beaucoup plus harmonieuse, beaucoup moins stressante et on peut le vivre d'une façon plus épanouie. Oui, 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 oui. En fait, on a vraiment besoin de rites, de rituels. Ce que dit cet homme, hein, au fond, c'est un rituel, le fait qu'il y ait l'arrêt des règles. Donc, on a besoin d'un rituel de passage. On a ce rituel de passage physiologique, mais il est important de pouvoir le faire aussi en rituel et en rituel avec les autres femmes. C'est-à-dire que c'est la même chose pour quand on devient femme chez les Lakota, par exemple, parce que j'avais suivi comme ça des rituels du féminin, de la petite fille et puis de la femme. Et à l'époque, je n'avais pas pu faire le rituel de la femme ménopausée. Mais voilà, le fait d'être entre femmes vivant la même chose ou accompagnées par des femmes qui ont déjà vécu ce que nous, on est en train de vivre, et on met un acte fort, sacré à ce que l'on vit, nous apporte énormément ce que tu disais, de calme, de sérénité, de se sentir en communauté, mais il y a aussi, en fait, c'est de l'empouvoirment. C'est du réempouvoirment. Comme en anglais, on dit empowerment, mais c'est ça. C'est-à-dire que ces rituels entre femmes de réempouvoirment sont puissants. Et bien entendu, moi, j'ai fait notamment la danse des étoiles avec le groupe des mères éveilleuses. On a comme ça accompagné des femmes dans ce passage. Et on voit vraiment des choses qui se passent après. Et après, tous les rituels qu'on va faire autour du féminin vont nous apporter du réempouvoirment. Donc, ça ne va pas s'arrêter à celui-là, mais celui-là est très important parce que c'est cette dimension d'obsolescence qui effraie tellement les femmes. Et donc, oui, 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 faire un rituel, c'est très important. Pour moi, je pense que c'est indispensable. Oui, oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai fait ce rituel, mais je l'ai fait en ligne, vu que c'était pendant le Covid. Et donc, c'est une femme qui est plus âgée que moi, qui propose ce genre de cercle pour les femmes qui veulent aller vers la découverte de leur potentiel, voilà, de mieux comprendre comment vivre cette période de changement et physiologique et psychologique.
Et je me souviens, pendant une semaine, c'était très intéressant ces échanges dans le groupe. Et à la fin, il nous a organisé un rituel en ligne quand il nous a plongé avec des chansons dans un état seconde de transe. Et en fait, moi, par exemple, je l'ai vécu comme un passage dans un espace différent où il y avait des femmes plus âgées en costume russe traditionnel qui m'attendaient avec un grand pain sur une belle nappe blanche et comme quoi qu'ils m'accueillaient avec la bienveillance que voilà, tu fais partie des nôtres, tu peux rentrer dans notre espace, nous t'accueillons avec beaucoup de bienveillance, tu es des nôtres maintenant. Et c'est vrai que c'était quand on a échangé avec les autres femmes, chacune l'a vécu à sa propre façon, mais c'était quelque chose comme un sentiment d'appartenance à quelque chose qui existait déjà avant et que c'était nourri par beaucoup d'émotions, des pensées, de conscience des femmes qui savaient comment faire tu vois, cette traversée, qu'est-ce qui nous attend. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai vécu ça dans la joie. Je ne voyais pas que après, il y a quelque chose d'inconnu qui m'attend. Au contraire, il y avait quelque chose que, voilà, maintenant tu vas rentrer dans ta vraie force. Maintenant, tu vas pouvoir explorer ce que tu es venu à explorer. Donc, c'était vraiment très, très ressourçant et plutôt jouissif et le sentiment comme quoi que, ah, ça y est, je me retrouve. Ah, ça y est, je commence à toucher vraiment ma vraie musique, mon vrai essence, qui je suis vraiment. Voilà. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est à différentes étapes de notre vie, on est dans cette lignée de femmes. Et quand on arrive à cette étape-là, avec la ménopause, moi, c'est vraiment la même sensation que j'ai ressentie, que je ressens par petits bouts, en fait, en pré-ménopause, on va dire, puis la ménopause et maintenant, c'est j'arrive à mon essence. C'est vraiment, cette initiation de ménopause me permet d'être beaucoup plus sur mon essence, beaucoup plus. Et c'est là, c'est qu'on devient des femmes libres et Mhm. indépendantes. Tout à fait. Parce qu'on est plus on est moins dans dépendre des autres ou de ce qu'il faut faire, et gna gna gna. On est dans notre liberté parce on va vers notre essence. Et c'est aussi pour ça que que on a un discours si négatif en Occident envers les femmes monopausées. Parce qu'elles sont trop dangereuses. Oui, Elles sont indépendantes et elles sont libres et elles peuvent parler. Elles peuvent dire ce qu'elles pensent, bien plus. Donc ça, c'est aussi très important de le souligner. Le fait que c'est un acte de révolution de devenir une femme libre et indépendante. tout à fait. Et par la ménopause, on est encore plus dans cette essence-là. Mais Oui. j'adore l'image que ton vécu et ton partage sur le pain aussi. Le Mhm. fait qu'il y ait ce pain qui t'attend, Oui. vraiment. C'est comme une communion. Pour moi, voilà, pour mon cerveau, ça s'est présenté comme quoi que je communie. Voilà, je fais un rite de communion pour rentrer dans le club des femmes sages et qu'ils m'accueillent, voilà, pour me guider et pour que je me sens complètement, comment dirais-je, en sécurité et que l'avenir est plutôt riche de nouvelles expériences, mais de l'autre endroit de moi, parce que moi, je deviens différente. Et ce que tu dis par rapport à cette femme indépendante, libre, je dirais aussi hors la loi, quelque part, parce que pour moi, cette femme indépendante, elle a tout compris et ce qu'on appelle la matrice ne l'intéresse plus. Ce qui l'intéresse, c'est justement comment exprimer ce flux créatif qui la traverse, comment le Mm. donner au monde, comment le placer pour quelque part enrichir aussi le monde qui est autour de nous. Et c'est à cause de ça que j'utilise souvent euh, l'archétype de Baba Yaga, parce que justement Baba Yaga, c'est
un archétype qui réunit tous ces comportements des femmes ménopausées qui étaient mis des siècles et des siècles à travers les contes, à travers les légendes dans ce personnage. Parce que Baba Yaga, c'est justement celle qui vit à l'extérieur de la société ne l'intéresse pas, ça l'ennuie, parce qu'elle est dans la création, elle est avec les éléments de la nature, elle communique avec le monde invisible, elle est quelqu'un qui passe facilement entre notre monde matériel et notre monde invisible, et elle est l'incarnation quelque part de tous ces dons, de tout ce potentiel extrasensoriel qui se décapsule aussi chez beaucoup les femmes pendant la ménopause. Et Hmm. à ce moment-là, peut-être tu t'en souviens, Castaneda, par exemple, il disait que parmi les chamans mexicains, les plus forts, c'était toujours les femmes. Et C'est moi, pas le seul à le dire. voilà, voilà. Et quand j'ai demandé aussi les chamans traditionnels de Yakoutie, est-ce que vous avez des femmes? Les hommes chamans m'ont regardé et m'ont dit, ah oui, 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 et c'est elles qui sont les plus puissantes. Tout à Hmm. Oui, 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 oui. Et par rapport à ce que tu dis sur hors-la-loi, bien entendu, puisque dans cette société, on ne peut pas être libre. On n'a pas le droit d'être fait. libre. Voilà. On est aliéné. Euh, donc, bon, matrice, j'aime pas trop ce mot parce que Ouais. c'est vrai qu'il y a la matrice de l'utérus. Donc, mais bien entendu, comme c'est une initiation, il y a des prises de conscience de la femme. Et Baba Yaga, c'est l'archétype le plus. Elle rejoint Hécate, bien entendu, si on doit parler d'autres archétypes. Mais Baba Yaga, elle est plus puissante encore. Et ce que j'aime avec Baba Yaga, c'est que, euh, comme tu dis, elle est à la lisière, elle va dans tous les mondes et elle va aussi dans nos ombres. C'est pour ça qu'elle peut être aussi horrible. Et dans les descriptions qu'on peut trouver de Baba Yaga, elle a une vulve énorme, elle a des seins pendants. Voilà, c'est pas la jeune première Baba Yaga, mais elle est d'une puissance redoutable. Et c'est aussi la jeune première, mais ça c'est autre chose. Mais elle est, euh, elle est pour moi une émanation de la déesse primordiale en fait. Et c'est aussi pour ça qu'elle est tellement mal vue pour ce qui est des gens qui sont pas sensibles à Baba Yaga en fait. Ouais. Parce qu'elle a rien de ce qu'il faut. Elle devrait être jeune, belle, gentille. Et c'est là aussi, c'est que Baba Yaga, elle est pas gentille. Mais elle est ni méchante ni pas gentille. Mhm. C'est là où le monde, il n'est pas gentil, gentil et oh les méchants, parce que c'est le problème du politiquement correct. C'est que du coup, on se perd, alors qu'il faut aussi aller vers nos ombres. On ne peut pas dire qu'on est tout blanc comme neige, on vit sur Terre. Et Baba Yaga, elle le sait. Elle peut voler, elle peut voyager, mais elle est aussi, elle est, et c'est l'archétype de la sorcière libre qui a son franc-parler et qui va dans les ombres s'il le faut. C'est pas qu'elle soit une magicienne noire. C'est Mhm. là où toute la différence du noir et du blanc. Elle est dans cette puissance parce qu'elle a les deux, en fond. Elle est androgyne. Pour moi, elle est androgyne complètement. Le fait qu'elle se promène dans un mortier, et il y a un pilon, oui, pilon on dit en français, donc ça c'est yin et yang, ils sont réunis en ce personnage. Il est complètement androgyne pour moi, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Et elle fait bouger le mortier pour Ouais, pouvoir voyager tout tout à en fait. nettoyant. Non, non, moi, je trouve que c'est un archétype puissant et qui est vraiment à travailler avec les femmes, comme d'autres archétypes, parce que ça permet aux femmes de connecter avec cette énergie qui est en elles, comme toi, tu as connecté avec une énergie et une lignée de femmes qui t'étaient propres en plus. Et là, en les faisant travailler avec Baba Yaga et avec d'autres archétypes, on permet, c'est un peu comme un tremplin. Ouais.
pour les femmes. Tout à fait. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur, hein. L'année dernière, quand on a fait notre méditation, tu sais, il y a carrément des filles qui m'ont écrit, c'est les filles entre 30 ans et 40 ans, elles m'ont écrit pourquoi tu as choisi cet archétype. Ça, vraiment, c'est horrible. J'ai vécu en Pologne dans mon enfance. C'est quelqu'un, on avait envie de fermer le livre. J'ai peur de voyager, voilà, dans sa direction, etc., etc. Donc, c'est vrai que je pense que ce que ce qu'on raconte officiellement sur Baba Yaga ne reflète pas vraiment la profondeur que ce personnage porte en elle. Et justement, cet auteur, tu sais, il se retrouve qu'on lit le même livre en même temps. Je l'ai terminé presque. Ça m'a beaucoup plu, mais il y a quelque chose qui me manquait, vu que l'auteur, il a à peu près 45, 46 ans au moment d'écrire ce livre. Elle décrit cette période de ménopause et elle parle beaucoup de femmes ménopausées, mais moi j'ai ressenti profondément que vu qu'elle n'a pas encore elle-même se retrouvée dans cette période de sa vie, il manque comme tu vois comme le vécu par le corps, ce que c'est de justement traverser ce passage et se retrouver dans ce clan des femmes sages. Oui, Ça va venir, ça va c'est venir dans très ce livre. important. Je pense que, mais là, c'est ce livre son prénom, je ne me rappelle pas, mais elle s'appelle Chollet, Oui, Mona Chollet, oui. Mona Chollet, voilà. Ce livre est très intéressant par rapport à l'histoire et notamment au niveau des liens avec les médias. Et ça rejoint plein d'autres thèmes au niveau du conditionnement. Et pour les femmes, je trouve que c'est un livre à lire. Maintenant, au niveau de la ménopause, bien entendu, c'est pas le livre qui va parler de ménopause, mais qui parle quand même un peu Oui, de oui. la femme à Âgée. partir d'un certain âge et du fait qu'elle est conspuée. Donc ça c'est évident. Mais bien entendu que je crois quand même que pour parler de ménopause, il faut le vivre. Tout à fait. C'est un peu la palissade, mais il faut quand même le vivre. Oui, oui, Et en même temps, on a chacune une expérience très différente. C'est là où il est aussi important d'avoir cette écoute et cette acceptation que chacune vit différemment et fait des décisions différentes par rapport à sa propre ménopause. Ça aussi, c'est très, très important. Mais je voulais revenir sur Baba Yaga, sur ce qu'on t'a dit. Euh, et c'est évident que Baba Yaga, comme tous les contes, sont pervertis. oui. Ils sont édulcorés, simplifiés, et que quand on commence à les raconter, j'ai réalisé en racontant pendant un an là, avec Puissance Féminine à des femmes, des contes féminins qui me semblent des contes initiatiques. Le retour était parfois, même assez souvent, d'une vision assez, je veux dire, au ras des pâquerettes, c'est pas critique, mais c'est simplement qu'il y a une vision très critique du conte. Hmm. Et les contes sont tellement édulcorés, tellement modifiés, ils sont tordus pour faire plaisir aussi. Qu'est-ce qu'on va amener là, dans la morale alors que les contes ne sont pas moraux? Mhm. Du coup, Baba Yaga, c'est un peu, voilà, c'est le monstre parce que euh, quelque part, une femme âgée est un monstre. Et si on a brûlé autant de femmes, une grande partie, c'était quand même des femmes seules, isolées, sans mari. Ces sorcières et beaucoup, beaucoup étaient des femmes ménopausées. Donc, ça m'étonne pas. Et c'est là où il y a besoin de faire de donner des informations, de faire un enseignement, de partager ça, d'écrire dessus. Moi, j'ai cette idée d'écrire sur les C'est contes super, féminins. parce qu'il manque. Ces informations, pour moi, ça manque énormément. Tout à fait. Ouais.
Oui, oui, carrément. Pour moi, c'est très, très important de se concentrer sur la femme. Et dans mon expérience, la ménopause et le réempouvoirment de la ménopause. Même si pour moi, il y a aussi le pendant de l'enfant intérieur qui est très, très important et qui n'est pas en dualité du tout. Mhm. Donc, dans le conte de Baba Yaga, c'est Vassilissa la Belle. Et c'est une enfant avec sa poupée. Donc, sans rentrer, sans effleurer plus, on a comme ça des archétypes puissants et Baba Yaga, elle nous apporte beaucoup, beaucoup de choses. Elle est très drôle aussi, en Oui, fait. oui, tout à fait. Et d'ailleurs, par exemple, dans mon enfance, elle m'a jamais fait peur parce que justement, les contes sans Baba Yaga, ils sont plus fades. Tandis que Baba Yaga amenait toujours beaucoup plus d'aventures, beaucoup plus de différentes devinettes, des choses mystiques. On savait qu'avec Baba Yaga, le conte va être pimenté, complexe, il y aura des étapes à franchir. C'était vraiment passionnant. Il y a quelque chose qui te touchait à l'intérieur que tu savais que, ah voilà, elle arrive, Baba Yaga. C'est avec elle qu'on va maintenant traverser dans le conte les étapes les plus passionnantes, quoi, les plus intéressantes. Les obstacles. Les obstacles, tout à Ouais, fait. Les ouais. solutions, elle va guider, elle va donner des cadeaux, elle va donner des objets magiques qui vont aider les personnages à progresser, à gagner, à triompher finalement à la fin. Donc c'était passionnant, je me souviens tout à fait. C'est important ce que tu dis parce que au fond, ça rejoint cette fadeur des contes. Mhm. Je pense que c'est aussi lié à l'édulcoration de certains contes, quoi, où vraiment, en fonction des religions, ils ont été modifiés parce que ils portent vraiment des informations très importantes qui sont des informations pas conscientes aussi, qui sont dans le ressenti ou à un autre niveau qui nous parlent à notre âme. Et Baba Yaga, en plus, elle nous fait voyager, elle nous fait vivre ce que c'est la vie aussi. C'est-à-dire que la vie, c'est fait de moments difficiles, d'obstacles. Et c'est aussi dans ces obstacles-là qu'on apprend et qu'on apprend des choses sur soi, sur nos capacités, sur cette magie qu'on a en fait. Cette magie qu'elle donne, c'est ça. Alors que si c'est fade, la vie, si il se passe rien du début jusqu'à la fin, ben, aucun intérêt. Bien sûr, et on n'évolue pas, bien sûr. Je vais Mm. te montrer ma Baba Yaga, je ne sais pas si tu l'as vue, je l'ai publiée sur Instagram. Waouh! Elle est faite par une artiste lituanienne, c'est-à-dire bien sûr qu'il y a des parties qui sont préfaites, mais il l'a décorée avec les tissus voilà, typiques et je l'adore. Est-ce que tu vois bien? Ah oui, oui, oui. Et j'adore ses cheveux roses. J'ai choisi, justement, il y avait d'autres, mais j'ai dit non, elle va être comme ça, elle va être jeune et belle. Voilà. Elle est bien ridée, hein, mais elle est bien souriante. Et puis elle a aussi la sagesse avec la chouette. Et, tu vois, il y a ici aussi là. Ah, elle a les clés du cœur même. Oui, tout à fait. Ah non, elle est exceptionnelle. Voilà, je travaille avec elle, je l'ai matérialisée parce que j'avais vraiment, il y a encore 2 ou 3 ans, il n'y avait pas tellement la nécessité. Tu te connectes juste dans ton imaginaire à tout ce que tu as l'habitude en fait de vivre avec ce personnage, mais cette fois-ci, j'ai décidé, le moment est venu pour la matérialiser. Voilà, Hmm. Non, c'est important au contraire de matérialiser. absolument. C'est des supports très très importants et c'est des alliés. Ah oui, exact. C'est comme ça que je la vois. Oui, pour l'allié qui va m'accompagner aussi dans ce travail avec les femmes ménopausées. Oui, Voilà. oui, vraiment, moi, je suis très contente que tu te mettes à travailler avec les femmes. Quand on s'était rencontrés l'année dernière et que j'étais venue écouter Baba Yaga, ton voyage, j'avais très envie puisque j'adore Baba Yaga. Et j'étais très heureuse parce que tu m'apportais quelque chose qui était ce souffle aussi de la Russie et des histoires de comment ça se passait là-bas et puis de ton travail chamanique aussi, comment moi j'ai beaucoup aimé.
Et c'est vrai qu'on avait parlé et je t'avais demandé pour les femmes. Et là que bah, tu t'étais, ce que je comprends, être dans un travail mixte et je le fais aussi, mais je pense que c'est tellement important et le fait que tu puisses travailler sur la ménopause, on a besoin de forces vives, de femmes puissantes Tout à et fait. qui vivent vraiment cette initiation et qui peuvent accompagner d'autres femmes. Donc, ouais, très, très. Et alors, avec Baba Yaga, je crois que c'est vraiment le grand luxe. Il faut passer la peur, en fait. Il faut Oui, passer la oui, peur. Mm. absolument. Et aussi, il faut, comment dirais-je, sortir de cette, comment on dit en français, quand on nous a façonné, on nous a Du conditionnement, conditionnement. Il faut des sortir œillères. Mm. absolument, absolument. Parce que je vois qu'il y a encore ce conditionnement que la femme doit accompagner un homme. Elle est comme son appendix. Et qu'on croit que récemment, il y a une femme qui est venue chez moi, elle n'a pas encore cinquantaine, mais quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie maintenant, elle n'avait pas la réponse à cette question-là parce que sa vie, son sens, c'est sa famille, c'est son homme, c'est son enfant qui est plus grand. Mais j'ai dit, mais regarde, tu as encore la moitié de ta vie devant toi pour faire des belles choses. Et c'est pas évident. C'est pas évident pour les femmes qui ont trouvé le sens de leur vie dans ce service aux autres. Et Oui, oui, oui. complètement se sont mis de côté et n'ont même pas une idée que la femme peut vivre pour elle et qu'elle peut créer sans cesse des belles choses autour d'elle. Ça, bon, il faut pas qu'on se fasse trop long, mais c'est très important le fait que, comme les femmes, depuis toute petite, en fait, on est fait pour servir, on met de côté ce qu'on a envie de faire. Mhm, Et en plus, en fonction des étapes, c'est pour ça aussi que quand on arrive à la ménopause, là, on est vraiment libéré quelque part. Mais si on a tellement mis de côté, on a tellement étouffé notre petite voix, euh, voilà, faut du temps aussi pour pouvoir avancer. Et quelque chose d'important, c'est la dépression des femmes à tout âge qui est liée à ça. mhm. C'est-à-dire qu'épidémiologiquement, quand même, les femmes sont premier touchées. Maintenant, il y a aussi les enfants. Mais les femmes, c'est parce que elles n'ont pas à elles ne doivent pas se réaliser, en fait. Il y a un diktat aussi là-dessus. Exact. Et elles n'en ont pas conscience, Mhm, très souvent. J'aime pas dire elles, mais en tout cas, nous, en tant que femmes, on peut ne pas avoir conscience ou à part petits bouts. Et une dépression très forte qui est connue au moment de la ménopause, parce que c'est concomitant avec le départ des enfants très souvent, c'est le syndrome du nid vide. En psychiatrie, on appelle ça le nid vide, mhm, parce que du coup, il n'y a plus d'enfants. Et il y a des femmes comme ça qui, avant la ménopause, vont faire un enfant mhm, pour que les autres partent. Et moi, je me rappelle qu'on m'a demandé, mhm. une femme m'a demandé si j'allais avoir un enfant pour comme petit dernier, quoi. Et je comprenais pas du tout. J'étais, ah non, Mhm. je veux pas de couche et je veux pas me retrouver. C'est une étape de ma vie, je ne veux pas revenir en arrière. Et ça aussi, oui, c'est important, mais c'est chouette qu'elle t'ait rencontré, cette dame, cette femme, parce que elle va pouvoir avancer sur ça. Absolument. Je pense qu'elle est déjà en mouvement. C'est parti pour elle. Elle regarde vers les autres directions. Je Ouais, c'est chouette. l'espère. Mm. Ouais. Et c'est vrai que la première direction, c'est vers soi aussi, du coup, c'est vraiment Trouver la... ce qu'on a envie, trouver Ouais, pourquoi je suis là, à part voilà ce conditionnement, pourquoi je suis là en tant que courant de vie indépendant ouais, qui est ouais, venu pour réaliser quelque chose. ouais, C'est- oui. C'est... moi, je dis, en fait, pour moi, c'est la lumière. On est venu porter... on a notre lumière, cette lumière, et on est venu la porter, on a venu la briller. Et si on est tout le temps... si on s'étouffe, et en tant que femme, il y a vraiment ce conditionnement de s'étouffer.
On ne peut pas porter notre lumière. Et on nous dit en plus, faut te taire, faut pas être en colère, faut être gentil, gna gna gna. Et là, l'idée, c'est maintenant, avec la ménopause, tout feu, tout flamme, quoi. Être soi, vraiment être soi, je crois, être épanoui dans ce trajet-là, qui bien sûr a des embûches, mais sinon ce serait très ennuyeux. Oui, je suis d'accord avec toi. Bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir invité pour parler de ce sujet. Et je pense que c'est un sujet qui est vraiment à développer et à suivre, que les femmes puissent réaliser combien elles ont cette opportunité de se trouver ou de se retrouver pour vraiment se libérer et porter sa lumière, briller, rayonner pour le bien, pour son bien et le bien des gens autour d'elle et de la terre. Tout à fait. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Je voulais juste rajouter que je souhaiterais de voir justement ces femmes qui ont servi les autres, qui ont travaillé pour les autres, qu'elles retrouvent leur potentiel, leur sagesse et qu'ils les incarnent à plein temps, vraiment, pour enrichir ce monde, pour apporter cette création, pour bercer les autres dans cette sagesse, dans cette générosité, dans cette créativité. Et Mm, je pense que voilà, plus des femmes vont s'éveiller à leur essence, plus notre monde va être hospitalier, gentil, créatif, mm. multicolore. C'est clair. Oui, oui, oui. Le monde doit devenir féminin. Oui, Mm. tout à fait. Mais pas un féminin patriarcal, pas des femmes qui reprennent ce patriarcat, Ouais. mais vraiment ce féminin. Mm, 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 mm. Mm, mm. On va y contribuer. Merci Linéa, c'est super que derrière il y a tes beaux tableaux où il y a Ouais. beaucoup cette énergie douce de femmes des différentes voilà, coins du monde parce que c'est tellement mélangé chez toi, tellement multiculture que voilà, ça se Ouais, dans tes ouais, ouais, tableaux. ouais. Ouais, là-dessus, on m'a demandé, avant-hier, on m'a demandé où j'étais, tu vois. Hmm. Et la personne me disait, vous êtes allemande, etc. Et c'est vrai que j'ai répondu, je suis de partout, en fait. Mhm. Mais c'est vraiment, ça fait partie de moi, même si j'ai des racines aussi, bien entendu. Mhm. Tout à fait. Mm. Super. Merci, merci. Merci à toi. Écoute, à bientôt. Et puis, on reste en contact par ce projet qui est vraiment un beau projet, je trouve. Ok, on fait comme ça, tout à fait. On reste Ouais, en ligne. carrément.